Euh, Très bien. On commence l'enregistrement. Je suis plus à présenter parce que je pense que la plupart d'entre vous me connaissent en tant que mentor. Euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on a voulu ce rendez-vous-là? Ce rendez-vous parce que l'idée derrière, c'est d'apporter des lumières, de réunir des personnes qui ont une expérience suffisamment solide pour vous partager leurs conseils, leurs orientations, afin que vous puissiez briller dans votre carrière. C'est ça l'objectif de ce rendez-vous-là. Donc aujourd'hui, nous avons réuni Ornella Moulo, qui est une spécialiste en tout ce qui concerne les ressources humaines, la carrière professionnelle. Donc elle viendra vous partager, vous parler de son expérience, vous donner ses orientations, ses conseils afin que vous puissiez par derrière les utiliser et pourquoi pas réussir dans votre croissance professionnelle, on va dire. Il y a également M. Mélan Kwame qui est là, qui est financier de métier, qui est un aîné à moi, qui a bien voulu associer son image à cet événement, que je tiens à remercier également. Donc, ces personnes-là sont là, c'est pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat box et puis à prendre des notes parce que c'est pas évident de réunir des personnes aussi expérimentées tout le temps et vous partager des conseils qui pourraient être utiles dans votre carrière et ce, gratuitement. Donc, s'il vous plaît, soyez disposés. Je vais passer le micro à Onida pour qu'elle puisse rapidement se présenter et ensuite Mélan pourra se présenter et on va ouvrir le panel. Merci. Merci Patrice. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Patrice. J'ai pas pu te dire non, bien que en ce moment j'essaie de plus être trop présente dans les panels, mais bon, j'ai pas pu te dire non. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Ornella Moulo. Aujourd'hui, j'occupe un poste à responsabilité dans une banque panafricaine de renom. Pour ne pas citer de nom, c'est la Banque Bleue, qu'on dit panafricaine, tout le monde connaît. À côté de cela, j'ai également une activité où j'accompagne les personnes qui sont en recherche d'emploi, mais pas que. J'accompagne également les entreprises pour tout ce qui est processus RH et puis optimiser leurs ressources. J'accompagne également les individus dans toutes les questions liées à leur vie de carrière. Donc, c'est-à-dire négocier leur salaire, comment avoir une mobilité professionnelle, comment faire une reconversion. Donc, tous ces éléments-là, je le fais via ma structure qui s'appelle OM Conseil. Donc, grosso modo, c'est un peu Ornella, mais au-delà de ça, Ornella est le mot qui me définit, je m'appelle l'épicurienne RH. C'est-à-dire que je veux casser le mythe de la RH rigide, administrative qu'on peut voir. Et puis pour dire que, en fait, au-delà de tout, être RH, c'est être centré sur l'humain. Et c'est aussi important pour moi. C'est pour ça que, on va dire, dans ma mission de vie, je veux accompagner aussi les autres. J'ai récemment aussi créé on va dire, un concept qui est les ateliers de la Working Girl qui se respectent, qui sont dédiés aux femmes et qui permettent d'aider les femmes à évoluer tant sur l'aspect professionnel que personnel. Puis après, bon, je suis créatrice de contenu et tout ça. Donc voilà, c'est un peu, j'essaie de faire un petit mix pour vous dire qu'il n'y a pas de côté conventionnel. En tout cas, on peut être professionnel, mais pas que, on peut être plusieurs choses aussi à la fois. C'est bien noté, c'est très bien noté. Alors, chers mentorés, préparez vos questions. N'hésitez pas déjà à me les envoyer en inbox ou bien dans le chat box. Et le micro est à Mélan. Mélan? Bonsoir, Monsieur Koné, et bonsoir à tous. Bonsoir, on est là. Je suis Mélan Kwame. Je suis actuellement Chief Investment Officer chez Emerald Security Services Asset Management, abrégé ESS Asset Management, qui est une société de gestion d'actifs au Cameroun, au même titre que les sociétés de gestion d'actifs en Côte d'Ivoire, comme on peut citer EDC Asset Management, Breed Asset Management, NCA Asset Management. Donc, ma présentation, comme je suis au Cameroun, il faut que je donne un peu mon parcours pour que
tout le monde sache comment j'ai fait pour arriver au Cameroun. Donc, j'ai commencé ma carrière déjà à Abidjan, notamment à EDC Asset Management, où j'étais gestionnaire de portefeuille. J'en ai fait 5 ans. Après 5 ans, je voulais voir ailleurs comment le marché financier se comporte dans d'autres zones en Afrique. J'ai opté pour le Cameroun qui est, je veux dire, un peu comme la Côte d'Ivoire qui conduit en fait l'économie de la zone CEMAC. Donc, je suis ici, ça fait bientôt 3 ans. Pour compléter, je me prépare là maintenant à devenir DG parce que je crois que après, j'ai déjà fait 3 ans au Cameroun. Après ça, c'est le poste que je veux. Donc, au quotidien, je me prépare dans mes attitudes avec ma hiérarchie. Il faut que je montre que je suis le prochain directeur général. Et je crois qu'au bon moment, quand l'opportunité va se présenter, ça sera avec aisance que je vais saisir. Donc, voici un peu mon parcours. Sur le plan éducation, j'ai fait l'INPHB. Après, il faut dire que j'ai fait, c'est option actuariat. Donc, on a pris vraiment assez de temps de se former. Et aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir M. Koné qui, à travers son cabinet M3 Finance, vous donne déjà les bases, vous accompagne déjà dans ce domaine, ou en Afrique, ou bien notamment il n'y a pas d'école spécialisée qui donne les formations typiques qu'aujourd'hui il est en train de faire. Nous, à notre tour, quand on sortait de l'école, on cherchait ce genre de mentor, ce genre de cabinet, quelqu'un qui va nous accompagner, même payant. On n'a pas trouvé aujourd'hui. Vous avez une opportunité qui vous est offerte. Je pense que vous devez en abuser. Merci. Voici un peu. Merci Mélan, c'est bien noté. Alors, je tenais à remercier tous mes mentors qui sont connectés. Ils sont nombreux. Je vous dis coucou, merci. Ah, n'hésitez pas également, je sais que vous avez un mot à dire. N'hésitez pas, si l'envie vous vient, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je vous donne la parole. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, les questions qui me reviennent lorsque j'échange avec mes mentorés, on va commencer par le volet RH. Et puis, Mélan pourra apporter la profondeur de son expérience en termes de skills, hard skills à avoir et autres. Voilà. Mais parlons du volet RH. Aujourd'hui, pour la question à Ornella, pour des personnes qui sont en position de junior et qui voudraient rejoindre la banque ou évoluer dans la sphère de la finance, qui n'ont pas nécessairement d'expérience, quels conseils voudrais-tu leur donner, Ornella, pour qu'ils puissent quand même se démarquer lors des processus de recrutement ou d'entretien? Ok, Patrice. Alors, je pense que ce que je vais dire, vraiment, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques, hein. Depuis quelques années, on parle beaucoup de soft skills. Je pense qu'en tant que jeune diplômé, on ne va pas vous attendre sur une technicité, on va dire, à haut niveau, parce qu'on sait très bien que vous venez des études et que vous avez vraiment la partie théorie, même s'il y en a peut-être qui tirent la épingle du jeu par le fait d'avoir effectué des stages. Et selon l'entreprise dans laquelle on est, on peut avoir un stage qui nous a plus challengé qu'autres. Donc, ce que je vais vraiment dire, c'est de miser sur les soft skills, c'est-à-dire que de travailler ses compétences comportementales. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les soft skills, ce sont les compétences comportementales, en d'autres termes, on va dire le savoir-être. Là où on va appeler les hard skills, ce sont les compétences techniques qui sont le savoir-faire. Donc, ok, vous n'allez pas être en mesure de connaître tout on va dire, sur la finance, sur le type de bilan, sur comment monter des dossiers, mais au moins, il faut faire preuve de certaines capacités comme la curiosité, et ça se voit en entretien. Quand vous allez en entretien, le fait que vous soyez renseigné avant de venir sur l'entreprise, s'il y a des mots que vous avez déjà entendus sur un précédent entretien, que vous revenez et que vous ne connaissez toujours pas ce mot, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas fait preuve de curiosité pour aller chercher qu'est-ce que c'est. Le fait, la curiosité va vous pousser aussi à aller vous documenter, suivre des formations, suivre des profils comme celui de Patrice pour savoir qu'est-ce que c'est, comment c'est, qu'est-ce que je peux apprendre. Donc, vraiment, ce que je peux dire, c'est déjà de se développer sur les soft skills. Il y a une longue liste de soft skills
qui sont disponibles. On parle d'adaptabilité, on parle de curiosité, on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de la capacité de résoudre des problèmes complexes, on parle d'organisation, on parle de disponibilité. Donc, ce sont des éléments qui peuvent venir rattraper la technicité. Une technicité, on peut l'apprendre. On peut apprendre sur le temps. On va vous montrer comment on fait ça. Et au fil du temps, vous allez pouvoir le faire et puis développer votre technique. Mais le savoir, on peut le travailler, mais c'est beaucoup plus compliqué de le développer si on n'a pas vraiment conscience et puis s'il n'y a pas une intentionnalité à le faire. Donc, voici ce que je peux dire. C'est bien noté. On retient que le fait de ne pas avoir d'expérience technique ne doit pas être un frein. Il faut privilégier les soft skills qui sont des éléments naturels que tout le monde devrait être capable d'avoir. C'est bien noté. Alors, Mélan, toi, en tant que Chief Investment Officer, lorsque tu recherches à recruter un collaborateur qui aura une position de junior, qu'est-ce que tu attends spécifiquement de lui? Bien entendu, on aura l'occasion de parler du asset management, mais qu'est-ce que tu attends de façon spécifique de ce junior que tu es en train de recruter? OK. De façon générale, c'est qu'il ait les bases, généralement Excel, qui maîtrise déjà ça. Et comme on l'a si bien, et puis quelqu'un qui, comme on l'a si bien, je veux dire, a si bien insisté dessus, c'est d'avoir des soft skills. Mais moi, ce que je cherche, en général, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Parce qu'on sait que vous venez de l'école. C'est vrai, vous avez peut-être fait des formations. Il y a des gens qui ont des formations avant de rentrer, mais ils n'ont pas encore touché du doigt. Donc, on sait qu'il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas forcément, mais c'est de montrer votre volonté à apprendre. Il y a des attitudes qui vont avec. Et si vous avez ça, le fait même aux entretiens, de poser des questions juste après, il y a des candidats après l'entretien, on leur pose, est-ce que vous avez des questions? D'autres, pas du tout. Et ça, je crois que c'est un peu dommage, c'est de se renforcer. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir l'intelligence artificielle qui peut vous donner de façon générale des connaissances sur des thématiques. Par exemple, dans le domaine de la finance, ce que, en utilisant des techniques, en utilisant Excel qu'on peut faire, pricer les obligations, les actions, voilà, connaître de façon théorique comment on fait. Et je crois à la pratique, aujourd'hui, comme j'ai insisté dans mon introduction avec euh, des opportunités que M. Kone est en train d'offrir au marché, on peut avoir quelques expériences, bien que ces expériences ne soient pas encore, je veux dire, dans une structure, une grande entreprise, mais vous pouvez déjà, avec ça, montrer que vous pouvez faire la chose. Aujourd'hui, il y a des clubs de finances que vous pouvez créer entre vous pour pouvoir, je veux dire, apprendre à maîtriser, à toucher du doigt ce que vous devez apprendre. En général, en finance, on peut le faire, on peut avoir des compétences même étant à la maison. Il suffit de s'asseoir à la maison, de faire des analyses, même publier sur votre page LinkedIn. Déjà, avec ça, on peut montrer que, voilà, on a quelque chose déjà. Et la compétition est aujourd'hui rude. Bien avant de rentrer et même d'ajouter, de montrer qu'on a des aptitudes comportementales, déjà, il faut qu'on ait une base. Et on ne va pas vous mentir, c'est très concurrentiel et avec aujourd'hui l'évolution de l'intelligence artificielle, c'est encore plus élevé. Donc, voici un peu. D'accord. Je vais essayer de résumer un peu ce que Mélan a dit. Coupez vos micros, s'il vous plaît, cher mentoré. Romaric Quadio, coupe ton micro, s'il te plaît. Alors, ce que Mélan a dit tout à l'heure, c'est que, en fait, en recrutant un junior, on sait que tu es junior. On n'attend pas quelque chose d'extraordinaire de toi, mais on veut que tu aies la base. Un junior, ça veut dire que tu as la base théorique. Et maintenant, on va te donner le contenu pratique. Donc, pour faciliter la tâche, il faut que quand tu pars à un entretien pour une position de junior, qu'il y a au minimum les connaissances théoriques.
Parce que l'expérience que tu vas acquérir vient s'asseoir sur cette expérience, sur cette connaissance théorique que tu as déjà. Donc, pour lui, en tant que Chief Investment Officer, quand il te parle d'obligation, quand il te parle d'action, tu sais de quoi il parle. Donc, c'est un gain de temps pour lui en te formant. Donc, ça, je pense que c'est ce que Mélan a voulu dire à travers son intervention. Très bien. La prochaine question concerne les seniors. Nous avons des professionnels qui veulent faire de la reconversion, qui veulent passer de leur statut actuel, peut-être de commercial ou de logisticien, à la finance. OK? Ornella, quel conseil particulier pourrais-tu donner à des personnes qui veulent faire de la reconversion passant d'un domaine qui n'est pas forcément leur domaine de formation de base? Quel conseil pourrais-tu leur donner? Alors, Patrice, ce que je vais dire, première réponse que je vais donner se trouve aussi dans ta question, c'est de faire des formations. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des formations de plusieurs façons. Donc, des fois, quand on parle de formation, les gens entendent formation tout de suite diplômante ou forcément certifiante. On veut tous faire une formation à HEC, alors que pas nécessairement, en fait. Aujourd'hui, il y a des MOOC, il y a des formations qui sont en ligne, il y a des formations qui sont faites via LinkedIn, il y a des formations qui sont données par des experts métiers. Donc, c'est de vraiment aller déjà peut-être revenir. C'est-à-dire que déjà, on veut aller vers un poste qui n'est pas le nôtre. Mettons, je suis en marketing, je vais aller vers un poste de finance. J'essaie de voir, OK, dans le domaine financier, quelles sont la possibilité des postes ou des différents types d'activités que je vais. Parce que quand on entend finance, mais finance, c'est large. Est-ce que c'est comptabilité? Est-ce que c'est gestion d'actifs? Est-ce que c'est de l'analyse crédit? Est-ce que c'est de l'analyse financière? Donc, vraiment, essayer de peaufiner son projet. Une fois qu'on a peaufiné son projet, aller regarder sur ces types de postes-là, quelles sont les compétences qui sont requises et demandées. Donc, je m'en vais regarder ça. Ça peut être grâce à, en allant regarder des fiches de poste par des postes qui est en ligne, en allant voir sur les pages LinkedIn des sociétés, en allant voir sur les profils même de personnes qui occupent le poste que vous voulez occuper. Donc, pour voir quelles sont les missions et quelles sont les tâches de ce poste-là. Une fois qu'on a vu les missions, les tâches de ce poste-là, il y en a qui vont nous sembler être du chinois, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est de le noter, de dire, OK, il faut que j'aille me documenter et savoir quelle est cette formation-là pour que je puisse développer cette formation-là. Donc, il y a la partie formation et puis aussi autre chose, c'est il faut aussi pouvoir bénéficier de conseils des aînés, d'expertise d'aînés. C'est vraiment prendre en contact avec des personnes qui occupent le poste pour leur demander quel est ton métier de façon simplifiée. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi les challenges de ton poste? Quelle est la formation que tu as eu à faire pour occuper ce poste? Si je devais faire une formation, qu'est-ce que tu me conseillerais? Donc, et puis, c'est vraiment aussi d'être en veille active de façon courante. Moi, ce que j'aime bien faire, ça, c'est une petite astuce. C'est si j'ai un poste qui m'intéresse, en tout cas, généralement, quand les personnes avec qui j'accompagne, quand il y a des postes qui les intéressent, je leur dis, allez-y regarder le profil des personnes qui occupent ce poste-là. Regardez leur background. Sur un même poste, c'est-à-dire si je prends le poste admettons, on dit il y a 4 DG. Les 4 DG n'ont pas tous le même profil. Allez regarder, ils sont passés par quel type. Peut-être que tous les DG ne sont pas des profils financiers. Si je veux être DG de banque, je vais regarder peut-être 4 DG de banque. Je vais voir qu'il y a un qui a commencé par une banque d'investissement, l'autre a commencé par peut-être qu'il a fait que du commercial PME. Donc, en fait, ça va m'ouvrir le champ des possibilités. Parce que parfois, on pense qu'il y a un seul chemin et qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut gravir les échelons sur le même couloir. Alors qu'il y a des gens qui ont accédé à des postes à forte notoriété, mais qui ont eu des profils très variés. Ça permet aussi de lâcher la pression et de se dire, en fait, chacun a son histoire. Et que même si je ne semble pas avoir le profil, on va dire, prédestiné, cela n'empêche pas que je peux occuper le poste si je mets en place un plan d'action, une stratégie pour pouvoir atteindre le poste que je vise. C'est très bien noté. Ce que Ornella dit, je vais essayer de résumer et je pense que je l'ai dit lors de ma carte blanche avec mes mentorés la semaine passée. Et c'est en fait que vous avez, on va dire, dans votre viseur une position. Donc, vous devez être conscient des compétences que vous devez développer pour occuper cette position. Et pour prendre conscience de ces compétences,
vous devez regarder déjà quelles sont les personnes qui occupent cette position, quel est leur profil, et essayer de définir votre profil en fonction de ces personnes-là. Donc, c'est ça. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que si un poste vous intéresse, intéressez-vous également à toutes les fiches de poste que vous allez voir circuler concernant cette position. Si on dit par exemple que si vous voulez par exemple être gestionnaire grande entreprise, ça veut dire que si vous voyez une annonce concernant le recrutement des gestionnaires passés, prenez la peine de regarder quelles sont les compétences, quelles sont les exigences de cette annonce. Qu'est-ce qu'on demande? Et vous notez, et vous vous préparez. Vous voyez, la préparation peut prendre 3 mois, 6 mois, voire 1 an, mais vous vous préparez parce que vous avez pris conscience des compétences qu'il faut pour occuper le poste que vous avez dans votre vision. Donc ça, c'est très important ce que Ornella a dit. Ça me permet de revenir sur le point de la présentation. On a l'expérience, on a des réalisations, on est là. Comment est-ce qu'on présente tout ça dans un CV de sorte à ce qu'il soit attrayant, il soit captivant pour un recruteur? Ok, je me permets juste de revenir de ce que tu viens de dire juste avant, qui est très, très important. Et c'est vrai que c'est une astuce que je donne aux gens que j'accompagne. Quand ils veulent postuler sur un poste, il y a un exercice qu'on fait, c'est que je leur dis, allez-y, regardez, admettons, je vais être comptable, 5 fiches de poste de comptable de 4 secteurs d'activité différents. Moi, je dis, vous pouvez en faire plus, hein. Mais vous allez regarder ces 4 fiches de poste de prendre plusieurs secteurs pour pouvoir croiser l'information et éplucher-les pour regarder quels sont les éléments qui ont été dits. Ça va vous permettre déjà de savoir qu'est-ce que le marché attend du comptable. Parce qu'en fait, finalement, la recherche d'emploi, c'est comme c'est du marketing. C'est une question d'offre et de demande. Considérez que vous êtes l'offre, vous avez vous avez un savoir ou même vous avez de la disponibilité. Admettons que vous soyez junior, vous n'êtes peut-être pas le savoir, mais en tout cas, vous avez du temps que vous voulez mettre à disposition. Donc, c'est votre offre. Et puis, les entreprises, c'est la demande. Donc, il faut que vous puissiez savoir quelle est la demande. Si, par exemple, je suis un marketeur et que je me dis, OK, je veux rajouter sur le marché une tasse. Je vais aller étudier la demande pour dire, OK, sur le marché, quels sont les types de tasses qu'il y a? OK, il y a des tasses. Par contre, il n'y a pas de tasses en verre, par exemple. Donc, je vais voir que peut-être que mes utilisateurs ont besoin du beau. Et là, maintenant, je vais dire, OK, mon offre, je vais faire une offre qui va permettre aux personnes qui veulent du beau d'avoir une tasse transparente. C'est la même chose si on revient sur notre truc d'emploi, c'est qu'il faut que j'étudie quelle est la demande. Donc, quand le marché dit qu'ils ont besoin d'un analyste financier, le marché veut quoi? Et c'est les fiches de poste là qui vont vous permettre de savoir le marché veut quoi, pour pouvoir maintenant voir si ce que le marché veut, est-ce que j'ai? Et si je n'ai pas, comment je fais pour travailler? Donc, les fiches de poste, c'est un très, très bon exercice. Et ça permet d'avoir vraiment les informations. Et maintenant, la transition sur la question que tu viens de poser, ça permet même aussi de construire son CV. Parce que on va voir quels sont les bons mots-clés qui apparaissent sur les fiches de poste qui sont demandées par le marché et on va s'assurer que ces mots-clés-là figurent sur notre fiche de poste si nous avons fait. Maintenant, de façon générale, pour répondre à ta question, il faut éviter les CV trop compliqués. Je sais qu'aujourd'hui, avec la montée des comment ça s'appelle on va dire, de tout ce qui est site comme Canva. Moi, je suis la première à utiliser Canva et tout. Mais n'oubliez pas que c'est des marketeurs qui ont fait ces sites-là. Ce n'est pas des professionnels RH. Donc, aujourd'hui, on veut tellement être innovant que parfois, on va dire, on perd du temps sur la forme et non sur le fond. Un CV, il doit être le plus simple, c'est le mieux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un titre. Ça, c'est le premier point que je vois encore des gens qui mettre en grand gros leur nom et prénom. Mais en fait, vous êtes un individu, donc forcément, vous avez un nom et puis un prénom. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. En réalité, si je me permets de dire, on s'en fout de votre nom et prénom. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous êtes ou bien ce que vous voulez comme poste. Donc, parfois, on reçoit le CV, et puis c'est à nous de réfléchir, mais qu'est-ce qu'il veut? Parce que ce n'est pas clair, parce qu'il n'y a pas de titre. Donc, le titre est très important. Le titre, c'est soit le poste que vous visez, c'est soit le secteur d'activité que vous visez, ou si vous n'avez peut-être pas de titre, ou ça peut être même 2-3 titres juste à poser, ça peut être analyse financière / analyse crédit. Au moins, on sait que ce gars-là, il cherche ça. Après, le recruteur n'est pas bête. Ce n'est pas parce que vous avez mis ça que ça veut dire qu'il va prendre que analyste crédit. S'il voit qu'il y a un poste qui est similaire en fonction de vos tâches qui peut vous présenter, il va le faire.
Mais le premier élément, c'est le titre. Après, il faut que le CV soit d'ordre chronologique. Des fois, on ne comprend pas le sens, on met une expérience, après on revient de l'expérience la plus récente au plus ancien. C'est comme ça qu'on lit. Quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, forcément, vous allez mettre la formation en rubrique première avant celle de l'expérience parce qu'on se dit, vous voulez capitaliser sur votre diplôme ou sur l'école d'où vous venez. Mais quand vous avez de l'expérience vient avant la formation. Donc, c'est vraiment, après, il faut aussi mettre les compétences et puis le CV, il doit être un minimum détaillé. Moi, je vois des CV, les gens, ils vont mettre juste comptable. Ce qu'il a fait sur son poste de comptable, on ne sait pas. Est-ce que tu as fait de l'analyse des données? Est-ce que tu as fait de, comment ça s'appelle, de la lecture du bilan, des comptes de résultats? Est-ce que tu as traité de façon manuelle les écritures? Est-ce que tu as utilisé le logiciel? On ne sait pas. C'est-à-dire, ils mettent juste le titre et puis toi, tu dois te débrouiller pour savoir ce que la personne a fait. Mettez vos réalisations. Mettez des chiffres qui permettent de prouver vos réalisations. Si vous dites que vous avez été, comment ça s'appelle, dans le domaine de la finance, parce que dans le domaine de la finance, il n'y a pas que des analystes financiers. Si vous avez été un commerçant dans le domaine de la finance, c'est inconcevable qu'il y ait 0 chiffre. Le nombre de deals que vous avez traités, le nombre de clients sur votre portefeuille, le nombre, la croissance du chiffre d'affaires que vous avez eu à faire. Il faut mettre des chiffres pour venir appuyer vos propos, parce que c'est ça qui va venir. On a besoin d'illustration. Le CV, c'est une carte de visite, en fait. C'est ça qui va d'abord nous retenir notre attention, et puis on va se dire, bon, je veux creuser. Mais si on n'a même pas d'éléments pour retirer ton attention, tu ne peux pas creuser. Donc voilà, après, c'est juste tellement passionné que je pourrais dire tellement de choses, mais je vais m'arrêter. Ça, c'est vrai. Ça se voit facilement. Ça se voit facilement. Alors, merci pour ce point. On comprend qu'il faut être synthétique dans la présentation de son CV et le CV, il doit être personnalisé. Il faut qu'on puisse voir clairement ce que vous avez fait durant votre parcours, durant l'expérience. Même si vous n'avez pas d'expérience à l'école, vous avez eu à travailler sur des thèmes, vous avez eu à développer certains projets. Donc, il faut pouvoir les valoriser sur votre CV. C'est très pertinent. Mélan, la question qui me vient à l'esprit te concernant, c'est aujourd'hui, tu es Chief Investment Officer. Déjà, dis-nous, qu'est-ce que ça implique et quels sont les éléments nécessaires pour réussir dans cette fonction, pour que nous autres, on puisse se projeter comme toi, en fait. D'accord, merci. Déjà, la fonction nécessite de gérer les équipes parce que le titre comporte, dans le département en général, il y a des analystes et des gestionnaires de portefeuille. Maintenant, en fonction des entreprises, on peut aller jusqu'à toucher, si c'est une petite structure qui n'est pas encore, qui n'a pas plus de 10 ans d'expérience, bien c'est pas encore bien grand, tu peux toucher le back office, le middle office et toutes ces équipes-là. Donc, ce il faut avoir, c'est savoir diriger les gens. Souvent, ce qu'on demande, c'est pas forcément ce qu'on on reçoit et après, comment on arrive à retranscrire ce qu'on veut réellement à son équipe, comment savoir les parler, comment savoir les motiver. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et aussi, il faut être calé parce que j'ai vu que il peut arriver que le chef lui-même, c'est difficile de challenger le travail de ses collaborateurs et souvent, c'est un peu problématique. Il faut que le chef maîtrise, comprenne réellement ce qu'il fait et qu'il soit en mesure de tirer son équipe. C'est Donc, voici bien un noté. peu. On voit clairement qu'il faut développer son esprit de leadership, ses capacités managériales. Mais est-ce qu'il y a une formation particulière à faire pour arriver à ce niveau? Des En certificats, des choses de ce genre? Bien sûr, il y a tellement de formations en ligne et aussi, oui, en ligne, même aussi en présentiel. Bon, le plus reconnu, qui est mondialement reconnu, c'est le CFA. Mais à part ça, il y a d'autres formations de Corporate Finance Institute qui forment également bien. On a d'autres formations comme le CAIA, en anglais c'est CAIA, qui est beaucoup plus dans comment on dit, l'investissement alternatif. Et il y a le FRM. Il y a tellement de formations et vous avez la chance aujourd'hui d'avoir M. Koné avec M3 Finance qui forme, je veux dire,
typiquement avec nos besoins de notre marché. Parce que les autres formations en ligne, en général, c'est pour le besoin du marché européen ou bien du marché mondial. Mais à côté, on n'a pas quelqu'un qui forme directement à nos besoins. Et aujourd'hui, on a ça. Je pense qu'avec ça et puis un peu plus de soft skills, on peut arriver facilement à cette position. Et parce qu'il n'y a pas forcément tous ceux qui sont dans ce domaine n'ont pas forcément fait ces genres de formation. D'autres, c'est au fur et à mesure, ils ont montré des aptitudes qu'ils peuvent vraiment tenir. On a vu des gens qui étaient vraiment très formés, mais sur le terrain, c'est un peu plus difficile. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. D'accord, c'est bien noté. Alors, il est 18 heures ici. On passe à la prochaine étape, c'est de parcourir les questions qui ont été laissées dans le chat box par nos participants. Je regarde quelles sont les questions. Ah, très bien. Quelles sont les questions qui nous ont été laissées? Alors, très bien. Quelles sont les certifications? Je pense qu'on a répondu à la question. OK. Quelles sont les certifications pertinentes à avoir pour consolider ses bases en finance et en finance d'entreprise et en finance de marché? Euh, Coupez vos micros, s'il vous plaît. Je vais me permettre de répondre à la question, étant donné qu'elle est un peu générale, concernant la consolidation des connaissances en finance d'entreprise et finance de marché. Ce que je vais vous dire va peut-être vous, va peut-être vous bouleverser, mais de mon expérience, pour ceux qui sont déjà dans le métier, les certificats viennent, on va dire, viennent confirmer une compétence. Viennent confirmer une compétence pour ceux qui sont déjà dans le domaine. Mélan l'a dit tout à l'heure, les certificats, surtout les certificats internationaux, ce sont des certificats qui reconnaissent en fait votre valeur ajoutée ou bien votre niveau d'expertise. Mais cette expertise, elle se construit. Donc, la première des choses que vous devez chercher à faire si vous voulez consolider vos connaissances, vos compétences, c'est de chercher à maîtriser ce que vous faites dans le day-to-day, dans votre fonction actuelle. C'est de maîtriser vos tâches actuelles. C'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas le certificat. Excusez-moi, mais moi, j'ai eu des candidats en entretien qui ont fait de grands certificats en analyse financière, en analyse, en finance d'entreprise, en ingénierie financière, mais qui n'étaient pas capables de lire un bilan. Vous voyez? Donc, c'est pas ça le plus important, les formations. Mais cherchez d'abord à comprendre ce que vous faites avant de vouloir avoir une certification. C'est ça, c'est ce que je voulais dire, donner comme réponse à la personne. Et puis, je vois une autre question qui dit, si je passe un entretien, qu'il soit interne ou externe, pour un poste d'analyse crédit, PME ou grande entreprise, ou chargé d'affaires, qu'est-ce qu'on attend de moi concrètement? Alors, on va ramener la question à Ornella. Ornella, toi qui participes souvent au panel de recrutement des chargés d'affaires, au-delà de l'aspect technique, qu'est-ce que tu attends de eux? Je sais que tu as déjà abordé la question, mais si on peut revenir là-dessus, qu'est-ce que tu attends des personnes qui sont candidats à des postes de chargés d'affaires, surtout en banque? Je crois que nous avons perdu Ornella, mais ce n'est pas bien grave. Est-ce qu'il y a un mentor sur le groupe ou bien connecté qui voudrait répondre à la question? Je pense à ma très chère grande sœur. Qu'est-ce que tu attends de tes chargés d'affaires? Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Bonjour, Ocheda. Ah, oui, bonjour. Eh bien, je te remercie de m'avoir invité sur ton panel. Avec Et, plaisir.
Bonsoir à tout le monde. Alors, tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Je Non, m'étais... la question, le candidat, en fait, le participant souhaite savoir qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui voudrait occuper une fonction de chargé d'affaires, que ce soit PME ou grande entreprise au sein d'une institution financière. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Bien, je vais revenir sur ce que Ornella disait tout à l'heure. Elle parlait des soft skills. C'est important pour un chargé d'affaires, au-delà de la formation technique. J'ai besoin de quelqu'un qui soit disponible, disposé à être sur le terrain régulièrement. J'ai besoin d'un bulldog sur le terrain, quelqu'un qui soit au contact du client régulièrement. J'ai besoin de quelqu'un qui soit disposé à me faire des feedbacks réguliers, qui aille sur le terrain, chercher du business, qui n'en démord pas, qui soit, enfin, qui n'en démord pas. Voilà. J'ai besoin de quelqu'un qui soit très actif. Bon, maintenant, pour ce qui est de la formation technique, ça, on peut au quotidien, enfin, c'est le rôle d'ailleurs du manager, hein. Il sert de mentor, il sert de coach. Donc, on l'aide à grandir au quotidien sur les notions techniques. Mais d'abord, j'ai besoin de quelqu'un qui dispose de qualités interpersonnelles avérées, qui soit, qui n'ait pas peur d'aller vers l'inconnu, d'affronter le marché. Voilà en gros ce que je pourrais dire. C'est très bien noté, ma mentor à moi, c'est très bien noté. Alors, ça me fait penser à l'un des conseils que l'un de mes managers me donnait, c'est que il faut avoir soif, en fait. Il faut avoir soif. Quelle que soit la position que vous avez, que vous souhaitez occuper, il faut avoir soif. Et comment s'exprime cette soif? C'est par votre motivation, c'est par votre curiosité, c'est par les feedbacks dont elle a parlé, c'est par le contact avec le client, c'est vraiment dans votre attitude qu'on voit votre degré de soif. Et c'est votre degré de soif qui vous apporte les opportunités. Merci, merci, ma mentor. Alors, nous avons d'autres questions. Pour une personne qui veut embrasser une carrière, est-ce que la maîtrise du logiciel SAP est primordiale? Je réponds à cette question également. Ici, moi, je n'utilise pas SAP. Je n'ai jamais utilisé d'ailleurs. Ce que je voudrais dire, c'est que quand vous dites que vous voulez embrasser une carrière en finance, c'est vague. Il faut que ce soit clair dans votre esprit ce que vous voulez faire. Et j'ai appelé ça le projet professionnel. Il faut que vous soyez capable de dire, OK, moi, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, voici où je veux être. Et ce où je veux être là, quelles sont les compétences requises pour y arriver? Quels sont les logiciels utilisés à ce niveau? Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser et les réponses ont déjà été données en début du panel pour vous dire que vous devez faire une veille documentaire, regardez le marché, regardez, parce que comprenez que le marché de l'emploi fonctionne, c'est le marché de l'offre et de la demande. Vous ne venez pas demander de l'emploi. Les entreprises demandent des compétences et vous avez des compétences à offrir. Donc, vous devez chaque fois actualiser de quoi est-ce que les entreprises ont besoin, quels sont les logiciels qui sont présentement utilisés au sein des entreprises et vous, à votre niveau, à vous de vous mettre à jour pour pouvoir correspondre aux besoins de ces entreprises-là. Je pense que c'est ce qu'il faut développer. OK? Une autre question. Je vois j'aimerais avoir une définition de la finance. Bon, je pense que j'ai défini la finance. Et ici, vraiment, cher mentoré, ce n'est pas ici qu'on va définir la finance. Il faut qu'on pose des questions qui soient instructives. Quel genre, fermons le micro, finance, s'il ne parle pas. Que les gens, ok, voilà, que les gens ferment le micro. Ma question est pour M. Mélan. Ça, c'est un participant. Il dit, ma question est pour M. Mélan. Oh, j'ai raté la question.
Voilà. J'ai un master en ingénierie financière. Mélan, la question est pour toi. J'ai eu des stages en asset management pour la formation professionnelle et un assistant commercial en gestion de fortune. Je souhaite acquérir une expérience en analyse financière pour vraiment poursuivre dans le domaine de la gestion du patrimoine en Afrique centrale. Que faire pour décrocher un emploi d'analyste financier? Je vais reformuler la question. Il dit qu'il a il a effectué des stages en gestion d'actifs et il souhaiterait savoir quelles sont les compétences à acquérir pour décrocher un poste d'analyste financier. Et il veut poursuivre dans le domaine de la gestion du patrimoine. Bon, mais là, je ne sais pas si tu peux apporter un élément de réponse à cette question. Oui, je vais commencer après, tu vas compléter. En général, c'est une question d'opportunité. Tu peux être très bien formé, faire des stages, mais après, dans le domaine ici, le secteur en Afrique centrale n'est pas tellement bien développé et on cherche des profils. Si tu as ce genre de profil, ce que je te conseille de faire, parce que c'est rare de voir une entreprise en train de chercher, les gens n'en disent pas, n'informent pas. Ce que tu dois faire, c'est de chercher la liste des différents directeurs généraux et de leur écrire déjà sur LinkedIn et de proposer ton CV et ce que tu veux faire déjà. Mais techniquement, il faut maîtriser euh, les bases de l'analyse financière, maîtriser l'analyse des ratios, comment lire le bilan, comment faire une évaluation d'entreprise, ces genres d'éléments. Mais D'accord. après, ça reste une question d'opportunité. Monsieur Koné, tu peux poursuivre. Non, 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 non. Je pense que tu connais très bien l'Afrique centrale que moi. Donc, tes questions vont parole d'évangile. Tes conseils valent parole d'évangile. D'accord. Alors, il y a une autre question très lourde qui vient d'arriver. Très lourde. Je pense qu'on aura besoin de plusieurs personnes pour répondre à cette question. En tout cas, tous ceux qui pourraient apporter des lumières, qui n'hésitent pas. La question, c'est que le participant demande, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui a une position en banque? Attendez, je vois exactement ce qui est écrit. Quel conseil peut-on donner à un chargé d'affaires en banque qui veut se reconvertir en microfinance à une position de manager? Est-ce que vous encouragez cette évolution ou vaut mieux rester en banque? Très, très, très bonne question. Est-ce qu'on quitte sa position de chargé d'affaires aujourd'hui dans une grosse structure où on est à l'aise avec tous les avantages qu'on a pour une position de manager dans une petite institution qui est une microfinance en tant que manager? Est-ce que c'est un choix qui est à encourager? C'est ça la question. Et la question est adressée à Ornella. Non, non, ça c'est une autre question. Elle n'est adressée à personne, elle est adressée à tout le monde. Donc, voilà, on va regarder d'abord, est-ce que parmi nos mentors, il y a quelqu'un qui veut répondre? Commencer, et puis on va apporter nos contributions. Je vais donner mon point de vue. Ça dépend de l'orientation de la carrière du candidat. Parce que, en général, dans dans la petite structure, tu touches un peu à tout. Et si tu veux avoir ton indépendance, à apporter plus, parce que dans les grosses structures, tout est standardisé, tout est, je veux dire, euh, ton impact n'est pas aussi significatif quand tu passes dans une petite structure où tu as presque tout à faire. Donc, ça dépend. Si tu as envie de montrer que tu es capable de quelque chose, que tu es capable de cette position de chargé d'affaires, tu es capable d'aller gérer cette microfinance et la propulser, je pense que tu dois partir. Maintenant, si tu penses que si tu es dans la grosse structure, que tout est balisé, que tu ne fournis pas trop d'efforts, ce n'est pas la peine de partir parce que là-bas, les choses vont changer. Et là, il faut que tu prouves. On va t'attendre sur le chiffre d'affaires. Il faut que tu vas tout faire en même temps. Et si tu n'es pas vraiment calé, tu risques de perdre ou bien même on risque de te renvoyer parce que tu ne réponds pas aux besoins, aux attentes des promoteurs.
D'accord. Là, c'est bien noté. Est-ce qu'un mentor veut apporter Moi, je veux bien quelque chose compléter, d'additionnel? Patrice. Oui, on est là, vas-y. Oui, donc dans la continuité de ce que Mélon a dit, vraiment la carrière, il faut retenir que la carrière est une question, est un choix personnel. Parce qu'on aime beaucoup faire comme les autres font, ou on aime beaucoup prendre conseil d'eux, mais chacun est différent. Et aux différents stades de carrière, on a des environnements qui sont plus intéressants plus que d'autres. En début de carrière, c'est bien d'être dans un environnement où on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Parce que cette personne, on ne sait pas à quel niveau de sa carrière. En début de carrière, c'est vrai que c'est plus intéressant d'être dans un environnement où on fait beaucoup de choses parce que ça permet c'est à ce moment-là, peut-être on peut faire un effort, même si on ne gagne pas beaucoup. Le fait de pouvoir faire beaucoup de choses, toucher à beaucoup d'environnements, ça nous permet de pouvoir enrichir ses compétences et surtout même affiner son choix. Et puis, au fur et à mesure qu'on fait beaucoup de choses, on travaille avec beaucoup de clients, on travaille avec différentes façons de travailler. C'est pour ça même que les environnements de cabinet sont souvent intéressants parce qu'on travaille avec plusieurs clients. Donc, tu as plusieurs attentes, plusieurs exigences d'un client à un autre. Et puis, tu peux travailler même avec plusieurs consultants. Donc, il y a plusieurs méthodologies aussi. La manière dont Patrice va dire comment moi je travaille n'est pas la même que Mélan. Donc, le fait de travailler aussi avec plusieurs personnes va permettre de pouvoir prendre un peu ici et là et voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Donc, vraiment, il faut se dire qu'est-ce que moi je veux et à quel niveau de ma carrière je suis. C'est sûr que les choix que je vais faire 10 ans plus tard ne sont pas les mêmes que 10 ans plus tôt. Si aujourd'hui vous êtes dans une phase où vraiment, vous avez appris beaucoup de choses et puis vous voulez maintenant consolider, vous êtes dans la phase de confirmation, vous pouvez vous dire, OK, je vais aller dans une banque un peu plus traditionnelle parce que je veux peut-être avoir un nom sur mon CV aussi. Ça aussi, c'est des tactiques. C'est de se dire, il y a des entreprises dans lesquelles vous passez, c'est une carte de visite. C'est-à-dire que partout où vous allez, le fait que vous ayez ça sur votre CV, ça va faire du poids parce qu'on a des précédents qui ont fait le boulot à votre place et on sait que quand les gens viennent de là-bas, ça veut dire qu'ils sont bons. Et puis aussi, en fin de carrière aussi, parfois, on a envie de se retirer des secteurs bancaires peut-être plus conventionnels et on a envie d'être à son propre compte pour se faire de l'argent ou bien être dans une structure un peu plus à taille plus humaine parce qu'on veut construire, parce qu'on veut mettre en place. Donc, moi, je pourrais pas. En tout cas, je pense que c'est un mauvais conseil de dire qu'il faut rester en banque. Parce que sans tant qu'on ne connaît pas la personne, ou bien il faut rester en microfinance. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton parcours? À quel niveau de la carrière tu te situes? Et c'est ça qui va te permettre de prendre ta décision. Voici ma contribution. C'est une très belle réponse. Une très belle réponse. Si je peux me permettre, moi, le conseil que je donnerais ici, c'est rejoindre ce que Ornella a dit, c'est déjà savoir qu'est-ce que tu recherches. À quel niveau de ta carrière tu te situes en ce moment. Est-ce que tu veux passer, est-ce que tu n'as pas de responsabilité où tu es en ce moment? Est-ce que c'est parce que tu veux avoir une expérience de manager sur ton CV que tu poses cette question? Ou bien peut-être que c'est pour des motivations salariales? Il faut vraiment que ce soit clair dans ton esprit. Qu'est-ce que tu recherches? Parce qu'effectivement, la microfinance n'a pas la même réputation que la banque. Ça n'a pas la même stabilité, c'est pas le même gabarit. Mais tout dépend à toi, ton échelle. Qu'est-ce que tu recherches? Tu vois? Donc, faut te poser la question de savoir. C'est pas évident, mais réfléchis bien, regarde, qu'est-ce que je recherche? Est-ce que c'est une évolution en termes de responsabilité que je recherche? Ou bien c'est parce que je veux évoluer dans un environnement qui est beaucoup plus restreint, où j'aurai à faire beaucoup plus on va dire, de tâches, accomplir beaucoup plus de tâches qui me parlent plus. Ben, c'est à toi de voir et de réfléchir à ton projet. Encore une fois, ça rejoint la question du projet professionnel. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est parce que tu veux être directrice d'une institution financière et tu n'es pas fermé à la possibilité de commencer par être directrice d'une microfinance? Est-ce que c'est juste, voilà, l'expérience des microfinances que tu veux avoir parce que demain tu voudrais toi-même créer une microfinance? Tout ça, ce sont des questions que tu devras te poser et c'est toi seul qui as la réponse. Voilà, je pense qu'on a assez répondu à cette question. On a une autre question qui a été posée à Ornella qui dit comment répondre à la prétention salariale pour un profil junior.
surtout pour un graduate en banque? Ok. Pour un graduate en banque, c'est ça que je n'ai pas trop compris. Alors, je pense que il faut être préparé pour répondre à la prétention salariale et puis il faut être conscient de plusieurs choses. Déjà, je pense que la première chose, c'est de connaître quelle est la valeur sur le marché du poste. Et puis, quels sont les niveaux de salaire en fonction du niveau d'ancienneté. Donc, c'est vrai que les données en Afrique sont beaucoup moins, on va dire, disponibles qu'on peut retrouver en Occident. Mais il y a des études qui ont été faites. Tu sais que, par exemple, le cabinet Greysearch a lancé l'année dernière, c'était la 3e édition, ou je ne sais plus, la 2e édition, il y a son guide des salaires. Donc, en fait, pour tous les secteurs d'activité et puis des types de postes, il y a un guide, il y a une grille de salaire. Donc, ça reste un indicateur. Donc, c'est-à-dire, admettons, on va te dire, OK, pour un poste, je ne sais pas moi, d'analyste financier, selon le type d'entreprise sur lequel tu interviens, on va te dire peut-être ça peut commencer de 500 nets jusqu'à peut-être 2 millions nets en fonction de ton type de profil. Si tu es junior, si tu es medium. Donc, déjà, c'est d'avoir la connaissance là du salaire pratiqué sur le marché. Donc, ça, c'est la première chose. Après, le salaire pratiqué sur le marché n'est pas nécessairement ta valeur. Après, il y a d'où tu viens ton école. Il y a des écoles qui ont plus de prestige que d'autres. Je suis désolée, je ne connais pas tant les noms, les expertises des écoles dans ce domaine-là de façon particulière. Mais par exemple, dans les cas d'ingénieurs, si tu viens de l'INPHB, tu vas avoir plus de bois que par exemple, si tu viens peut-être de PIG. Je donne un exemple. Donc, selon le type de formation et l'expertise de ton école aussi peut avoir du poids. Et ensuite, maintenant, en fonction de ce que tu as eu à faire de ton expérience, là, maintenant, tu vas te positionner. Donc, avec la grille de salaire qui est disponible, ça te donne un indicateur. Et puis maintenant, toi, tu te positionnes parce qu'il ne faut pas être déconnecté aussi de la réalité. C'est-à-dire, ne va pas demander peut-être le triple de ce que tu es censé prétendre. Après aussi, il faut essayer d'échanger avec des anciens, des gens qui sont dans le domaine pour dire, ben voilà, pour essayer de savoir à peu près, il faut trouver des contacts peut-être RH. Moi, je sais que quand j'étais, pour la petite histoire, quand j'étais parce que moi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire il y a 3 ans. J'étais en France et moi, j'ai été chasseuse de tête en France. Donc, j'étais consultante en recrutement dans un cabinet. Donc, je connaissais totalement les salaires sur le marché français. Mais c'est vrai qu'à Abidjan, je ne connaissais pas trop les salaires. J'ai commencé à faire un vrai benchmark quand je savais que je devais rentrer. Commencer à demander un peu autour de moi les différences. C'est-à-dire que dès que quelqu'un me disait qu'il rentrait, je me demande, on t'a fait une proposition à combien? Quand je dis, même si qui me dise la vérité ou pas, c'est pas grave. Au moins, en tout cas, tu me donnes une information. Je sais que ça se situe pas très loin. Je demandais vraiment autour de moi les informations sur les salaires. Et je savais que quand je recherchais des postes, j'écrivais à des RH pour leur dire, pour un profil tel et tout, vous pensez que le salaire se situe contre combien? C'était pour avoir ma base de données. Donc, je prends celui qui me dit dans le secteur bancaire, je prends celui qui me dit dans le secteur agro, je prends celui qui me dit. Et puis après, j'ai essayé d'avoir une idée de me dire, OK, tiens, sur cette position-là, voici ce qu'on demande comme salaire. Après, aujourd'hui, on est dans un marché où c'est un peu tabou et que l'information ne circule pas beaucoup. Mais si tu fouilles, tu as accès. Aujourd'hui, on sait combien les gens touchent sur le marché parce qu'on fouille. Donc, c'est juste qu'il faut se dire que j'y vais. Et puis, si on me donne la réponse, tant mieux. Si on ne me donne pas, bah, c'est pas grave. C'est très bien dit. Tout se retrouve dans la curiosité et dans l'information. Et c'est pourquoi aussi, j'insiste là-dessus, vous devez avoir des mentors. Vous devez avoir des mentors. Les mentors, ce sont les personnes qui ont déjà l'expérience que vous vous apprêtez à avoir. Là. Eux, ils ont déjà ça. Ils sont déjà passés par là. Donc, pour des personnes qui ont des mentors, ils ne vont pas t'induire en erreur, en fait. Vous voyez, quand tu viens, tu dis, ah, voici, il y a telle opportunité qui m'a été proposée. Quel est, selon toi, quel pourrait être le salaire minimum que je pourrais proposer? Tu vois, donc tu as des informations de base. Et quand tu viens devant le recruteur, là, lui-même, il sait que tu sais. Vous voyez, pour parler comme à Abidjan, il sait que tu sais. Donc, comme ça, on te prend au sérieux. Mais si tu n'as aucune information, tu ne veux pas me dire que c'est l'information qui te manque. Tu vois, c'est parce que tu n'es pas allé vers l'information. Donc, et pour avoir l'information, il faut que ton projet professionnel soit clair dans ton esprit.
Moi, je veux être, je dis n'importe quoi, je veux faire du financement structuré dans 2 ans. Dès maintenant, je commence à chasser tout dans mon réseau, toutes les personnes qui ont un lien avec le financement structuré. Je commence à m'intéresser à elles. Je commence à tisser des liens avec ces personnes-là. Je commence à participer aux événements organisés par ces personnes. Je commence à aller aux conférences, rencontrer ces personnes-là. Vous ne pouvez pas imaginer, en fait. L'information, c'est la clé. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, elle a tout dit, curiosité et information. Très bien. Je pense qu'il nous reste 5 minutes. On va regarder rapidement quelles sont les questions résiduelles. Est-ce nécessaire de mentionner ses réalisations en termes d'ouverture de compte dans son CV pour un poste d'analyste? Oui, je pense qu'on est là, l'a dit. Est-ce que le fait d'avoir ouvert des comptes n'est pas pertinent? C'est quelque chose de pertinent. Ça montre que vous êtes capable d'atteindre des objectifs. Donc, moi, je pense que vous devez le mentionner. C'est pertinent. Je suis chargé de recouvrement dans une microfinance de la place. Je voudrais me reconvertir en analyste crédit. Je suis titulaire d'un master. Voilà, quel conseil me donnez-vous dans ce sens? Je pense qu'on a longuement parlé de tout ce qui est analyse de crédit. Mais je suis actuellement étudiant en finance. Je m'intéresse particulièrement à l'analyse financière. Selon vous, quels sont les indicateurs ou ratios qu'un jeune analyste devrait maîtriser pour évoluer? Voilà, j'invite ce mentoré-là à lire mes publications. Je parle beaucoup de ratios. Ce sont des choses qui sont tellement évidentes que je vous invite à aller lire ça. Quelle est la finalité de suivre les formations sur un domaine dans lequel on n'évolue pas? Personnellement, je suis passionné par la finance, plus particulièrement par le risque et l'asset and liability. Cependant, je suis caissier et je suis activement de nombreuses formations dans ce domaine. Donc, à cette question, la réponse que moi je vais donner, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, vous aimez le asset management, vous aimez l'ALM, pardon, la trésor, vous aimez l'ALM. Et vous avez commencé à vous former, mais seulement qu'en ce moment-là, vous êtes trésorier, vous êtes caissier. Mais ce n'est pas un problème. Ça veut dire que vous avez prévu, vous dans votre plan de carrière là, vous avez prévu finir au moins à un poste de trésorier. Donc, commencez à vous travailler sur la formation, c'est vrai, mais développez dès maintenant votre réseau aussi. Communiquez autour de vous. Contactez les personnes qui sont déjà dans l'ALM. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez vous préparer pour saisir des opportunités à venir. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Bonsoir, monsieur. Voilà, bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Voilà, merci pour l'opportunité. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut faire carrière en private equity en ce qui concerne ses premiers pas dans le monde professionnel? Est-ce que les meilleurs débuts seraient de commencer en tant qu'auditeur? Est-ce que les meilleurs débuts seraient de commencer en tant qu'auditeur ou commencer en banque en tant qu'analyste? Est-ce nécessaire actuellement de faire le FMBA vu que l'an prochain, je serai en 2e année d'ingénieur? Attends, je vais reformuler la question. Voilà, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut faire carrière en private equity en ce qui concerne ses premiers pas dans le monde professionnel? Est-ce que les meilleurs débuts seraient de commencer en tant qu'auditeur en cabinet ou bien d'aller directement en banque en tant qu'analyste crédit? Est-ce nécessaire de faire le FMBA? Je serai en 2e année d'ingénieur l'année prochaine. Alors, à cette question, je vais essayer de répondre également. OK? Je vais essayer de répondre. Et puis, Mélan, tu pourras apporter ta touche. Il est en 2e année. L'année prochaine, il va faire la 2e année. Lui, il veut faire du private equity. Mais je demande, est-ce qu'il faut commencer en cabinet d'audit ou bien il faut aller directement en banque en tant qu'analyste crédit pour pouvoir réussir son intégration dans le domaine du private equity? Moi, ma conception, c'est que pour l'instant, tu es à l'école. Ce ne sont pas des choses qui doivent tellement t'inquiéter. Ce que tu dois faire, c'est de regarder clairement qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans le domaine du private equity. Allô?
Allô, vous m'entendez? Je pense que j'ai été déconnecté un instant. Oui, ça va. OK, On vous entend. très bien. On vous entend. Merci. Mais là, tu as compris la question? J'ai bien compris la question. Euh, Tu as très bien répondu. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que quand il va sortir, il y a des opportunités. Et c'est en fonction des opportunités qu'il pourra s'orienter. C'est pas Mais sûr là, si qu'à je la parle, on ne sortie. t'entend pas. D'accord, vous m'entendez maintenant? Je ne sais pas si vous entendez Mélan, mais moi, je ne l'entends pas. Pourtant, moi, je t'entends. Oui, oui, on vous entend. Nous l'attendons. Ok, super. Donc, dans un premier temps, il a parlé, je commence par la formation qu'il veut faire, qu'il termine sa formation. Et s'il y a d'autres formations qu'il souhaite faire, qu'il fasse. Je crois que dans d'autres Allô? pays, Monsieur Koné, je crois que les autres m'entendent, c'est toi qui ne m'entends pas. Ah, il a été déconnecté. Donc, je poursuis, il va nous prendre en marche. Donc, je disais que s'il y a Je plusieurs n'entendais pas. formations, Je ne sais pas si vous m'entendez. Monsieur Koné, on t'entend. OK, je poursuis. S'il souhaite faire d'autres formations, qu'il le fasse avant de sortir de l'école, c'est très important. Mais déjà, à la sortie de l'école, il y a des opportunités. Et comme il veut faire du private equity, s'il y a des opportunités dans ce sens, qu'il s'oriente directement là-bas. Par contre, s'il n'y a pas d'opportunité et qu'il a l'opportunité soit en audit ou en analyse financière, qu'il passe par là, mais il a déjà en tête qu'il va faire le private equity. Et déjà, il commence comme au début de notre intervention, Onela l'a si bien dit, de chercher déjà ceux qui sont dans ce domaine, de déjà discuter avec eux qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils passent. Et déjà, c'est un réseautage, comme M. Kone l'a ajouté, connaissent déjà ceux qui sont dans le secteur, qui t'orientent, et à force de discuter avec eux, demain, s'il y a des opportunités et que tu as des opportunités, il y a des opportunités, ils peuvent déjà te faire part de ça. Mais qui ne se limitent pas à la fin de la journée, c'est les opportunités. Il peut sortir, là, il n'y a pas d'opportunité en private equity, il fait quoi? Commence déjà avec ce que tu as, mets en tête, tu sais que tu vas faire du private equity et forme-toi, prépare-toi pour ça. Et au bon moment, tu sautes. Monsieur Koné a du mal à se connecter. J'espère que vous m'entendez. Au thème du panel. On est au thème du Oui. panel. Vraiment désolé, on aurait voulu aller plus loin que ça. Mais permettez qu'on libère nos panélistes, étant donné qu'ils ont des programmes chargés. Merci, 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 merci. Ornella, si tu es là, est-ce que tu as... Je pense on l'a perdu. Mais en tout cas, c'est juste pour dire merci, merci à tous. Ce fut un plaisir. Je pense que c'est très important d'avoir des initiatives et des canaux comme celui-là. N'hésitez pas vraiment à suivre des pages qui vous édifient, qui vous donnent des conseils, à vous documenter, à faire preuve de curiosité. Et surtout, dans toute chose, il faut planifier et mettre en place une stratégie. Il ne faut pas avancer genre comme ça, sans plan, selon comment le vent vous emporte. Il faut vraiment mettre en place une stratégie. Donc, bon courage à tous. C'est pas facile, mais avec une planification, on arrive à atteindre ses objectifs. Merci à toi aussi, Mélan. Ce fut un plaisir pour tes retours. C'est vrai que moi, je ne viens pas du domaine financier, mais c'est toujours aussi un plaisir d'en apprendre, parce que tout ça, c'est la culture. Et voilà, merci à Patrice, merci à tous. Merci, merci, coach. Alors, maintenant, donc, Donc, merci. Et je reste toujours disponible s'il y a d'autres événements que tu souhaites m'inviter. Je suis là, je vais toujours répondre. Et pour tous ceux qui souhaitent venir en Afrique centrale, je suis là, je peux être un contact pour eux.
je peux vraiment les introduire. Donc, après, M. Koné pourra partager mes coordonnées et vous pouvez m'écrire. Je suis ouvert pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci, merci, cher panélistes. Merci à tous mes mentors qui, cette lucarne a été pensée pour vous édifier. J'espère que l'objectif a été atteint. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec vos mentors, avec les personnes qui sont là qu'on pourra développer l'Afrique. Vous voyez, par le partage des connaissances qu'on a, des informations qu'on a qui peuvent servir. Donc, je pense que c'est bienvenu. Donc, n'hésitez pas. La page de M3 Finance est là pour vous former également. Il y a plein d'astuces qui sont partagées gratuitement. C'est pour vous édifier. Il n'y a pas un autre objectif derrière. C'est pour permettre à ce que vous soyez plus équipés pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Merci, merci à toutes et à chacun. Bravo, bonne soirée.